Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Aujourd'hui, on reçoit Mandy donc de Ayrton. Est-ce que tu peux nous présenter un peu qu'est-ce que Ayrton, quelle est ta fonction aussi également? Alors, Ayrton est une marque de climatiseurs créée en 2003 par une société basée à Nice. Depuis 2003, nous avons principalement commercialisé nos produits en B2B via la GSB. D'accord. Plus de 600 000 produits ont été vendus sur tout le marché français. Et en 2017, on décide de lancer la business unit pour le e-commerce, voilà, pour développer davantage les ventes. Et pourquoi pas arrêter la vente en GSB. Avant 2017, vous aviez quand même un site e-commerce? Non, on n'avait pas de site e-commerce. Donc c'est 2017, mi-2017 et d'un site. Ok, d'accord. Exactement. Enfin, 2016 pour un lancement mi-2017. D'accord. Et sur l'évolution de ces dernières années, la part du e-commerce, comment vous la considérez? Quelle est la priorité au sein de votre structure? La priorité, c'est priorité one. D'accord. Plus que le demi-exercice en 2017, on a fait 1 200 000. D'accord. En 2018, on a fait 3 600 000. D'accord. Et objectif 2019, 6 millions d'euros. Ok. Belle croissance. Tout ça, bien sûr, en hors taxe. D'accord. Et aujourd'hui, principalement avec votre site ou vous avez peut-être des places de marché En premier lieu, via notre site e-commerce, tout à fait, Ayrton Shop, mais également on ouvre petit à petit d'autres canaux d'acquisition, comme les marketplaces et la vente en direct au pure player. D'accord. Si tu devais faire un bilan de cette année 2018, pour toi c'était l'année quoi? C'était quels enjeux, quelles problématiques que tu as connues? Les enjeux, c'était avoir une plateforme qui tient la route. D'accord. Nous on était sur PrestaShop, on est parti sur un petit budget parce qu'à la base on avait travaillé avec une agence de communication globale pour le faire, le site Ayrton Shop, mais les dirigeants avant mon arrivée sont complètement plantés sur le choix de l'agence. D'accord. Ils avaient signé un contrat de 200 000 euros, complètement surdimensionné, et l'agence n'était pas du tout capable et n'a pas été à la hauteur de pouvoir nous sortir le site. Avec un petit budget de 5 000 euros, j'ai tout relancé la machine. D'accord. Pour en faire justement 3,6 millions. Okay. Et après ça, j'ai lancé une refonte avec Shopify. Ta logique, c'était plus d'avoir davantage d'agilité pour faire face un peu aux innovations et d'avoir j'avais le serveur qui plantait tout le temps, j'avais plein de bugs sur la version de PrestaShop que nous avions. On avait des bugs au niveau de la TVA, des remboursements. C'était catastrophique. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, si tu dois te projeter sur cet exercice, quels sont davantage d'enjeux? Donc sur l'aspect technologique, là c'était de reprendre en main sur 2018, avoir une solution qui tienne un petit peu plus sur la route. 2019, c'est quoi l'enjeu? Plus la logistique, plus sur... Alors la logistique, non, parce que la logistique... très vite, c'est-à-dire j'ai commencé avec un centre de logistique qui est basé à Blandin dans le nord. D'accord. Du côté de Bruxelles justement. Et très vite j'ai vu qu'il ne faisait pas l'affaire. Donc au bout de 3 mois, j'ai changé de logistique pour travailler avec une société qui s'appelle Transcan. D'accord. Qui ont un service dédié au e-commerce, qui sont hyper réactifs. Et ça me permet de me développer très rapidement. Ouais. Voilà, donc la logique de ce côté-là, j'ai aucun souci à me faire. Ouais. Par contre, les enjeux 2019, effectivement, c'est la partie CRM. C'est la partie marketing, se déployer davantage sur la partie marketing, travailler davantage avec les professionnels, la revente, c'est-à-dire le réseau, si je peux dire, le réseau développer un réseau de professionnels frigoristes.
ça serait pouvoir ouvrir un service B2B sur le site, quoi. Ouais, des prescripteurs et donc ouvrir un réseau. Et du coup, donc, tu parles de cet aspect B2B, mais tu as aussi l'aspect B2C. C'est quoi un peu ta vision sur l'aspect technique? C'est quoi la répercussion de cette division-là? Tu parles en e-commerce ou B2B Alors sur la partie e-commerce, dans un premier temps, ouais. Tu me parlais en amont peut-être des prix, tu dois avoir une approche qui est différente, mais du coup, de gérer tes différents réseaux. Alors c'est simple, pour le moment, en e-commerce, on a un seul site, ouais. On n'a pas un espace dédié pour les pros. D'accord. Ça va arriver, je pense, fin 2019. Ok. Parce qu'il y a trop d'enjeux début 2019 pour lancer ça. D'accord. Donc ça sera lancé fin 2019. Donc pour le moment, les quelques pros qui passent commande, ils passent commande via le site l'espace particulier. On leur fournit des codes de réduction bien entendu pour bénéficier d'un tarif pro. Ouais. Mais après, à moyen terme, ce serait d'avoir carrément un espace pro avec une offre dédiée. Ouais. Pour faciliter toutes les transactions, parce que là aujourd'hui, si tu dois fournir un code pro, donc tu reçois les demandes entrantes, tu les classifies, et puis après, donc, ça te rajoute des étapes dans ton processus de vente, j'imagine. Oui, il y a juste le code promo. Le code promo, c'est tout. Ok, ouais. D'accord. Okay. Seulement, les clients, ils peuvent pas voir les prix en hors taxe. Ils ne peuvent pas avoir accès, par exemple, à une tarification en fonction du volume. Ouais. Donc ça, c'est une problématique sur laquelle on va travailler mi-janvier pour une sortie fin 2019. Et comment tu vois la friction de ton réseau physique ou tes commerciaux par rapport à ton site e-commerce? Est-ce qu'il y a une concurrence? Est-ce que c'est complémentaire? Ah mais carrément. Il y a le site fait concurrence indirectement au magasin. Ouais. Et du coup, on est obligé d'avoir une offre commerciale qui est différente. Des produits qui sont aussi différents, qui sont basés différemment. Et du coup, lorsque nos clients nous appellent pour avoir un peu quelle est la différence entre les produits qui sont disponibles en magasin et sur le site, direct, on leur dit c'est un positionnement différent. Sur le site, vous avez des puissances qui peuvent être différentes, les prix sont différents. Par exemple, vous avez la mise en service qui est comprise sur lorsqu'on achète un produit en magasin, sur le site, c'est pas inclus. Ouais. Ça fait partie d'une option. D'accord. Sur laquelle le client peut la prendre ou pas, c'est son choix. Donc voilà, il y a pas mal de points de différenciation entre la vente en magasin et le site. Ouais, c'est essentiel pour donner encore une raison d'aller en magasin avec des services complémentaires. Tout à fait. Beaucoup de structures qui font ça. Tout à fait. Mais quand même, beaucoup de clients commencent à passer en ligne et ne plus passer en magasin. Ouais. Non, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les clients se renseignent online. Ouais. Parce que tout simplement les vendeurs en magasin n'ont pas les compétences. Ouais. Et après ils vont acheter à proximité. Donc ils achètent en magasin. Il y a beaucoup de comportements comme ça. Généralement tu vois des gens, et même moi le premier, tu es sur ton portable dans les rayons, tu checkes les prix ailleurs. Tout à fait, on a des clients. On a des clients qui appellent, ils sont en magasin je suis face à un vendeur qui ne connaît pas le produit, il ne peut pas me renseigner. Est-ce que vous pouvez nous renseigner? Donc nous on lui donne toutes les infos. Ouais. Et puis après, soit effectivement il passe à l'achat en magasin, soit il passe à l'achat sur le site. Ok, d'accord. Et on a remarqué des cas où il y avait des clients qui nous trouvaient sympathiques par téléphone, qui voyaient de quoi on parlait, etc. Du coup, ils ont décidé de passer à l'achat sur le site. D'accord. Et par rapport à ta vision du e-commerce, je ne sais pas si tu as eu d'autres expériences avant. Ah oui, tout à fait. Je suis dans l'e-commerce depuis 2000. D'accord. Donc j'ai travaillé avec tout type de clients dans
beaucoup de secteurs d'activité différents. Et c'est vrai qu'au début, quand on travaille avec un secteur d'activité, il faut pouvoir s'imprégner du produit, s'imprégner de l'historique de l'entreprise, connaître ses objectifs pour pouvoir mettre un plan d'action et des recommandations stratégiques en phase avec les objectifs. Et c'est quoi ton retour là sur ces dernières années sur le e-commerce? Parce que là, ça a évolué très rapidement. Toi, tu es dans les machines, tu as pu mettre en place plusieurs sites. C'est quoi ta perception sur ces dernières années et qu'est-ce que tu vois vraiment d'important là sur 2019-2020? Alors, moi, ce que je vois, c'est que on parle beaucoup du mobile. En tout cas, pour notre part, on reçoit 50% de notre trafic sur mobile. D'accord. Pour autant, c'est toujours le desktop qui détient le palmarès des conversions. Ouais. Et à mon avis, ça va se maintenir sur 2019. Nous, on a un site mobile, non pas un site responsive, mais un site mobile, sur lequel encore on va y apporter des améliorations, puisqu'on va retravailler tout le feed, même s'il est sorti il y a quelques mois, on va retravailler encore tout le feed sur 2019 pour avoir une meilleure conversion. D'accord. Mais après, ça dépend de la typologie de clients. On a pas mal de clients qui ont entre 40 et 70 ans et le palmarès des conversions, c'est sur desktop. Et ton panier d'achat moyen, il est de 600 €. 600 €, ouais, donc c'est des achats vraiment conséquents. Donc on se renseigne sur mobile et après on prend le temps de finaliser l'achat sur son ordi tranquillement. Tout à fait. Je pense qu'il y a pas mal de comportements qui sont comme ça par rapport à l'high-tech. Tout à fait. Disons qu'ils sont plus à l'aise sur desktop pour passer à l'achat. Ouais. Il y a sans doute une part de technicité qu'on a sur l'installation et des choses comme ça, sur lesquelles les consommateurs doivent se rassurer avec des éléments peut-être de vidéo ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, alors oui, il y a plus d'achat un peu plus long que. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur nos produits, contrairement à d'autres paniers d'achat qui sont similaires, où ça prend un processus de décision un peu plus long, nous, 70 à 80% de nos clients passent commande le jour même. D'accord. De leur première visite. D'accord. Donc c'est un besoin clairement identifié et ils vont sur tout à fait. En fait, ils vont en magasin, ils connaissent déjà le produit, ils ont un besoin plus ou moins immédiat. On a énormément de mails et d'appels au quotidien pour répondre aux besoins de nos clients. Ouais. On a tout type de questions concernant l'installation, la mise en service, les caractéristiques produits, etc. Et une fois qu'ils ont toutes ces informations-là, ils passent à l'achat. Donc en fait, il y a toute une prise d'informations en amont. Ouais. Et dès qu'ils ont cette information-là, ils passent à l'achat. Et vous avez une logique aussi de marque forte. Ayrton, on voit comment il parlait, que ce soit sponsor du club de foot ou tout à fait. En fait, on est sur ce secteur d'activité, on est positionné en termes de leader, non pas en chiffre d'affaires, mais en volume. Ouais. Donc on est positionné quand même en termes de volume, on est leader. C'est quoi votre stratégie en termes de marque? Vous avez d'autres opérations comme ça ou c'est par rapport à une logique produit de qualité? Non, en fait, Ayrton a été créé en 2003 sur le simple constat que à la base, ce produit-là est un produit cher. D'accord. Ok, c'est un produit cher, c'est un produit technique. Généralement, il faut passer par un professionnel pour la mise en service. Ouais. Et le fondateur de cette marque, qui s'appelle Patrice Mazig, et d'ailleurs dont j'ai un très très grand respect pour lui, parce qu'il nous a quittés aussi la semaine dernière. En fait, il a créé ce produit-là avec un système qui s'appelle le système Ready Clean, qui est satisfait à la réglementation européenne,
la réglementation ne l'ont pas intégré. C'est-à-dire ils ont fait comme si que ce produit n'existe pas. D'accord. C'est un produit qui est une liaison Ready-Clean, un système frigorifique qui permet de connecter la clim simplement avec 4 écrous. D'accord. C'est-à-dire pas de manipulation du fluide, pas de recharge de gaz. Et c'est un système qui est 100% hermétique et scellé. Là où tous nos concurrents travaillent avec du raccordement standard, où on est obligé de faire un tirage au vide, etc. Bon, c'est assez technique, mais du coup, on a cette avance-là par rapport à nos clients. Ok, donc spécificité sur le produit avec une marque qui est ancrée vraiment sur le territoire. On parle de la France sur l'international. Vous avez de l'activité aujourd'hui ou... Alors, on a l'objectif de travailler sur l'Angleterre, l'Allemagne, dans un premier temps. Okay. Je pense que ça se fera peut-être à partir du mois de septembre 2019. D'accord. Les sites sont déjà prêts. Seulement, il y a tellement énormément de travail sur le marché français que déjà on préfère se concentrer sur le marché français. Et pourquoi ces pays-là, on ne pense pas forcément à des pays chauds ou, Bah oui, parce qu'en fait il y a énormément de chiffre d'affaires qui se passe sur la période hivernale, pas seulement sur la période été. Et ce sont des pays qui connaissent déjà le produit, qui sont déjà très avancés par rapport à la France sur ces produits-là. D'accord. Et il y a vraiment du chiffre d'affaires à aller chercher. D'accord. Donc ils ont une maturité par rapport Exactement, il y a une maturité de produit. Qui est en phase, et puis aussi peut-être niveau financier, ils sont peut-être plus en phase avec le prix des produits, avec le marché français. Tout à fait. Alors nous on a un positionnement très agressif sur les prix, on essaye de rafler un maximum de parts de marché sur le marché français, et c'est pour ça aussi qu'on préfère se concentrer d'abord sur le marché français et après attaquer l'Angleterre et l'Allemagne. Avec une stratégie e-commerce pour ces pays, j'imagine. Tout à fait. Peut-être mise en place de sites dédiés ou sinon... ce sont des sites dédiés, ça c'est sûr. Avec une problématique marché, etc. Non, oui, bien sûr, tout à fait. Okay. Alors on aurait pu se développer, parce que en fait on aurait pu se développer en Italie, en Espagne et au Portugal dans un premier lieu. Ça paraît évident. Seulement ces marchés-là, ils sont encore plus développés que la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Ils connaissent très très bien ces produits-là. Il y a des concurrents qui sont déjà très bien établis, avec des prix très 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 concurrentiels. Et même si on sait qu'on ne peut pas avoir une politique de prix qui soit la même dans tous les pays, là il y a un gros travail à faire de ce côté-là, avant d'arriver dans ces pays-là. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Généralement, les structures disent que l'aspect culturel, comportement du consommateur, c'est plus simple de cibler peut-être des pays latins quand on parle de la France. Mais toi, tu es dans une logique aussi B2C et B2B, où l'aspect du pragmatisme de l'entreprise est aussi essentiel, et peut-être qu'il sera moins affecté aussi, ce sera moins blocage sur des processus, sur des pays plus nordiques comme l'Angleterre ou sinon l'Allemagne. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la marque est connue en France, mais elle n'est pas connue dans les autres pays d'Europe. Donc il y a aussi tout un travail de branding à faire. Il y a aussi toute la partie évangélisation sur le produit en lui-même. C'est-à-dire dire, voilà, vous avez l'habitude d'acheter un produit avec ce système de raccordement, vous avez la possibilité de passer par un professionnel, etc.
Là, vous êtes toujours obligé de passer par un professionnel, seulement le système Ready-Clim permet d'être opérationnel en 20 minutes. Ouais. Donc là aussi, il y a toute une stratégie à mettre en place sur l'évangélisation de ces pays. Et donc là, on ne peut pas se permettre d'aller très vite. Ouais, il faut aller vraiment step by step, il faut mettre les équipes en place et pour ne pas se planter. Quoi. Parce que j'ai tellement vu de sites e-commerce, ils se sont dit ok, on marche bien en France, on va se développer sur différents pays d'Europe, et puis finalement ils ont fermé la boîte parce qu'ils ont été tellement vite que du coup ils n'ont pas pu suivre. Ouais, ce qu'on dit tout le temps, en fait, la problématique, c'est pas tant le manque de commandes, mais c'est plus la croissance et la maîtrise de la croissance. Exactement, tout à fait. Il faut mettre une équipe en place qui puisse tenir la route. Ouais. C'est pas évident. Hein. Ouais, parce que derrière, tu peux générer des ventes, mais si tu n'as pas le service client dans telle ou telle langue. Le service client, le SAV, de nos jours, alors on parle beaucoup de service client, mais le SAV, je pense que ça dépasse même le service client. Ouais. Parce que quand vous avez un problème de SAV, et que le SAV n'est pas réceptif, ça détruit une marque. Du coup, très vite, vous pouvez disparaître. Ouais. Nous, on a cette problématique-là chez Ayrton. Et c'est non pas une problématique qui est liée au e-commerce, mais avec un historique en B2B. Et du coup, là, on est en train de travailler sur toute la partie avis client. Ouais. C'est-à-dire on est en train de faire un état des lieux, de retravailler, enfin c'est un travail monstre hein, de pouvoir reprendre la parole et dire ok Ayrton, peut-être que les avis que vous avez sur Ayrton depuis 2003 ne reflètent pas le Ayrton de 2019. Ouais. Du coup on travaille énormément là-dessus, sur la réputation. Surtout qu'avec la typologie de produit, dès lors qu'on met 600 € sur la table, je pense que le pouvoir de recommandation il est encore multiplié. Donc c'est-à-dire si je dis j'ai 600 €, je ne suis pas satisfait du produit, tous mes proches ils vont savoir j'ai mis tel investissement. Tout à fait, c'est pour ça qu'il faut être hyper réactif. Nous en tout cas, alors sur le B2B ça ne marche pas comme ça, mais en tout cas parce que c'est moi qui prends la décision en e-commerce. Et du coup, moi, ma stratégie elle est très claire. Ouais. C'est que quand un client, le produit ne fonctionne pas, ce qui peut arriver, ça peut être un problème d'usine, ça peut être un problème divers. Lorsqu'on a un problème, on l'identifie très rapidement. Ouais. Et après, là, on prend une décision. Soit effectivement, le produit, il doit être remplacé. Du coup, on doit récupérer le produit chez le client à nos frais et on le remplace. Soit on le répare. Mais il faut que ça soit fait dans un temps très court. Ouais. La décision soit directe et ils se disent sinon le client il n'attend pas. Ouais. Du coup il va nous surcharger de mails. Il va envoyer des avis négatifs un peu partout sur les forums, sur les blogs, sur les réseaux sociaux, etc. Et même sur les sites comme Cdiscount qui vont nous pénaliser. Donc du coup, avant d'en arriver là, on essaye de trouver une solution, même si cette solution nous coûte très cher. Ouais, donc réactivité, et tu es plus dans une logique de conserver, de fidéliser le client, parce que tu as ta logique de coût d'acquisition. En fait, ça fait partie du marketing. Quoi. Ça fait partie des coûts marketing, c'est-à-dire que quand le client il se retrouve avec un produit qui ne fonctionne pas, nous on va récupérer le produit, c'est-à-dire que ça va nous coûter 60 € hors taxe. Après, on va lui retourner un nouveau produit. Le produit qui va arriver en atelier, on ne sait pas ce qu'on va faire. On va peut-être reprendre des pièces détachées, peut-être qu'on va le réparer, etc. Tout ça, ça a un coût. Et ce coût-là, on l'impute à nos frais marketing. Frais marketing. Ok, non, c'est intéressant à voir comme. Tu parlais des places de marché. C'est quoi ta vision sur les places de marché, ta stratégie par rapport à ça? Alors nous, Cdiscount, tout ça. Et Mano, on vient de lancer Mano. Okay. Cdiscount, on a commencé dès début 2018, même fin 2017. Pour le moment, Cdiscount, ça reste le numéro 1 en
termes de générateur de chiffre d'affaires. D'accord. C'est-à-dire en deuxième position après le site, mais en première position face à tous les marketplaces. Et Mano Mano en troisième position pour le moment. Mais Mano Mano, on vient de le lancer. Okay. D'accord. Pourquoi Mano Mano Alors pourquoi Mano Mano? Parce que Mano Mano, ça prête bien sur ce type de produit. Ouais. Voilà, tout simplement. Ouais, sur la typologie, voilà. C'est un produit, je pense qu'à moyen terme, il peut dépasser le chiffre d'affaires généré par ces disques. Ouais. Et comment tu l'expliques? Genre, ils vont peut-être moins faire des requêtes clairement, alors c'est possible que ça soit lié aussi à la politique d'offres commerciales qu'on met en place sur Cdiscount. Par exemple, sur Cdiscount, nos produits, très régulièrement, on essaye de faire de la livraison expédiée par Cdiscount, donc en fulfillment. Ce qui permet d'augmenter très largement le taux de conversion sur ces discounts. Ouais. Toutes les commandes qui sont passées en jour N sont expédiées le lendemain. Okay. En livraison 5 à 6 jours avec prise de rendez-vous par le transporteur. Super, je pense que c'était très intéressant. Je pense qu'on a couvert pas mal de sujets, donc non, on peut te remercier Louis pour toutes ces informations-là. Je vous invite tous à découvrir le site Ayrton, de voir un petit peu les produits, comment il est structuré ou autre, de découvrir un petit peu la plateforme. Parce que... Et pourquoi pas me donner votre avis? Ouais. Et passer quelques achats aussi. Oui, aussi. Également, je te remercie et puis je te dis à très vite sur Internet. Merci. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.